Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci de nous regarder si vous êtes à la télé. Vous êtes forcément sur Kavi TV, canal 113 du bouquet Star Times. Merci de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook, vous nous suivez sur Kavi TV, groupe Kavi Média et Gangan RTV qui relaie en direct cette émission. Merci de nous écouter ici même à Imbaya, dans les bars cafés, sur la 89.5 partout en Guinée. Vous pouvez nous joindre à travers cette fréquence ou nous écouter à travers cette fréquence. Merci de nous suivre sur la même, sur la 96.5 du côté de l'AB grâce à nos partenaires de Beta FM. Merci si vous êtes sur notre site d'information siaminfo.com où vous nous écoutez en direct ou vous nous regardez de ce côté également, c'est possible. Merci d'interagir sur le 629 95 67 deux fois 629 95 67 deux fois si vous voulez participer au débat par SMS uniquement. Au menu de ce matin, après le réveil agité sur un accord de plus de 2 milliards de dollars, le gouvernement guinéen se montre ferme quant à sa volonté de préserver les îles de l'Os. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire ne perd pas de temps face à l'occupation jugée anarchique des domaines publics maritimes. Mori Kondé rappelle que les îles de l'Os ainsi que Kassa sont une priorité ou une propriété de l'État et que les spéculations sur ces domaines sont et restent interdite. Il souligne plus loin que les auteurs et les complices de ces actes seront sanctionnés conformément au règlement en vigueur, un point ferme du ministre qui intervient comme dans une ambiance de panique. Et puis, vers la fin du calvaire des habitants de Dar es Salaam, cette décharge devant 5 hectares dans les années 80 pour une population de 500 000 habitants, réduit aujourd'hui à 5 hectares exploitables selon l'ANSP. Bonne nouvelle, un projet nommé Baritoudé va bientôt être effectif. Il envisage la construction d'un centre d'enfouissement technique moderne à Baritoudé dans la préfecture de Koya. Le coût du financement s'élève à 70 millions d'euros, pris en charge par l'Union européenne et l'AFD. Un ouf de soulagement pour ces habitants de Dar es Salaam et environ qui cohabitent imprudemment avec une masse de déchets qui s'agrandit en recevant quotidiennement 1200 tonnes de déchets. Si l'annonce réjouit, il faudrait attendre encore 3 bonnes années, c'est-à-dire en 2027. On en parle dans cette émission, le scanner. Et dans la dernière partie, depuis 3 semaines maintenant, Kaba Diawara n'est plus sélectionneur du Sili national de Guinée, remplacé par un directoire transitoire composé d'anciens coachs du Sili dont les performances sont plus ou moins critiquables. Le Sili A devra, en dépit de ce changement, continuer sa quête pour une qualification pour la Coupe d'Afrique et le mondial à venir. À cet effet, Charlie Pakile, nouveau sélectionneur, a rendu publique la liste des 23 joueurs devant jouer la double confrontation entre la RDC et la Tanzanie lundi dernier. Surprise ou non, il a été constaté le retour de Madi Camara et de Morlaï Sila, toujours réclamé par des supporters et analystes. Autre changement majeur, c'est l'absence cette fois de Nabi Keita Deko, des changements majeurs qui suscitent assez de réactions. Pour en parler, notre consultant sportif maison, Amadou Major Diallo, sera avec nous dans la dernière partie de cette émission. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce matin. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense qu'elle est malheureuse parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve
sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Bokeh à Kagbi. Merci d'être nombreux à notre écoute. Merci de nous suivre à la télé sur Kavi TV, canal 113 du Bokeh Star Times 779. Si vous êtes en Afrique, partout en Afrique, vous pourrez nous suivre via ce numéro, il faut le dire, ou ce canal, il faut le dire. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Bamomed, le PM. Abdallah Kamara Abdallah, bonjour. Ah, pourquoi tu joues au jeu là? C'est un jeu? Non, mais tu es terrible. On parle de cette première actualité. Je sais ou de pas. Non, tu vas pas me mettre dans ce jeu. On parle de ce premier sujet, Yaya Diallo. Un réveil agité et qui se termine par des menaces. Mori Kondé sort du bois et menace toute personne ou tout complice qui se rendrait coupable des actes, selon lui, non conformes au règlement en vigueur suite à la vente des domaines publics maritimes de l'État. Oui, c'est ce que nous avons suivi ces derniers temps à travers un communiqué assez menaçant dans ce sens-là. Je pense que on l'a dit, les îles de Kassa, ce sont des qui devraient être naturellement des réserves foncières pour l'État, vu son caractère stratégique en ce qui concerne la géopolitique de notre pays. L'État devrait avoir un regard absolu là-dessus pour ne pas que les uns des autres, parce que nous connaissons la moralité des uns et des autres, notamment ceux qui ont une petite parcelle de pouvoir dans notre pays ici, de vouloir à un certain niveau tout vendre parce que tout simplement ils ont l'habilité à un certain niveau de délivrer les documents ou de procéder à la vente de ces terres-là. Alors, je pense que il est du ressort du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme à un certain niveau de taper du poing sur la table, c'est de sa responsabilité. Mais ce que je dois dire, c'est que à date, je ne pense pas qu'un citoyen comme ça puisse se lever et procéder à la vente de ces domaines maritimes au niveau de Kassa et l'île de Los et tout ce qui s'ensuit. S'il y aura vente, naturellement, il y aura la complicité de certains responsables du ministère de l'Habitat ou tout au plus des responsables étatiques tout simplement. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il fallait effectivement essayer de savoir qui seraient les prétendants à cette vente-là et éventuellement essayer de les ramener à la raison, parce que on le sait aujourd'hui, si nous sommes confrontés à un problème de vente ou d'urbanisation dans notre pays ici, c'est parce que tout simplement ce qui devrait jouer leur rôle les administrateurs qui devraient jouer leur rôle ne le jouent pas.
et qui sont aujourd'hui dans une cupidité absolument indescriptible et qui veulent à un certain niveau tout vendre. C'est les chefs de quartier, c'est les maires à un certain niveau. Puisque nous avons de nouvelles délégations spéciales, il faut essayer de les alerter. Ça ne relève pas de leur ressort de vouloir tout vendre. Il y a là des nécessités qui exigent à ce qu'on puisse attribuer des domaines de l'État à de particuliers. Si la nécessité s'impose, on peut procéder à ce que ces domaines-là soient complètement, complètement déclassifiés, je vais dire, pour que ces domaines-là ne soient pas des domaines publics de l'État, mais tout au plus des domaines privés, pour qu'on puisse procéder à la vente. Ça peut se faire. Mais les îles de Kassa, je crois qu'on l'avait dit ici, ça ne devrait pas quand même être un jeu pour tout le monde, parce que tout simplement, nous savons qu'est-ce que cela représente pour notre pays. Maintenant, si ils ont, puisque c'est les premiers informés, ils sont informés de tout ce qui se passe, s'il y a eu quelques volontés ou quelques candidats qui souhaiteraient effectivement procéder à cela, je pense que il s'agit là de balayer d'abord à l'interne, parce que je ne pense pas que des personnes comme ça puissent oser vouloir effectivement vendre cela sans qu'il n'y ait des complicités au plus haut niveau. Ouais, au plus haut niveau, c'est très important, Mohamed. On l'a dit, on l'a réitéré la dernière fois quand le gouvernement a voulu se laisser emporter par un accord de plus de 2 milliards à travers la création ou la construction de banques offshore. De ce côté, un réveil que j'ai qualifié même d'agité. D'autres l'ont dit que c'était un réveil sur le tard. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on sent cette envie du gouvernement de préserver forcément les îles de l'Os, notamment Kassa. C'est tout à fait normal. L'envie, maintenant, moi, la surprise se trouve vraiment à ce retard, à ce réveil. Tu as parlé d'agitation. Oui. Qu'est-ce qui est en train de pousser nos autorités, nos responsables à s'engager, à s'agiter maintenant, s'il faut le dire, comme ça, s'ils peuvent nous passer cette expression autour de ces, en général, peut-être beaucoup plus du côté de l'île de Kassa, mais on parle des biens de l'État, des biens maritimes de l'État. Ce n'est pas seulement Kassa, domaine maritime. Ce n'est pas seulement Kassa, ce n'est pas seulement Conakry, même à l'intérieur du pays. Quand on dit maritime, c'est un peu partout dans notre pays. On a plus de 300 km de côte et que on a des cours d'eau un peu partout dans notre pays. Donc, ce sont des parties qu'on ne peut pas donner, se réveiller un beau matin et prendre même un décret ne peut pas donner vraiment certaines concessions parce que quand il y a des titres fonciers et qu'on parle de domaine de l'État, on ne peut pas se le permettre. Même un chef d'État, je le dis bien et j'insiste là-dessus, je sais de quoi je parle, ne peut pas se le permettre parce que déjà, ceux qui connaissent le droit savent très bien, quand il y a un titre foncier, c'est difficile, très compliqué pour qu'un décret arrive à dire le contraire. Donc, on se demande qu'est-ce qui arrive à nos compatriotes, qu'est-ce qui arrive à nos cadres de se permettre de faire certaines choses, sachant que le contenu est très technique, qui peut ne pas être bien maîtrisé par le président de la République, que ce soit l'actuel ou les précédents chefs d'État qui sont passés. Nous savons très bien que les techniciens savent, quand on parle des domaines de l'État, vraiment, et qu'on parle de domaines maritimes, on sait que c'est des trucs sacrés, s'il faut le dire comme ça. Et réellement, quand on dit sacré, ce n'est pas sacré comme le nom des partis politiques ou d'organisations de partis politiques. Cette fois-ci, c'est vraiment sacré qu'on ne doit pas toucher parce que ça appartient à l'État, parce qu'on sait ce qui est derrière. On ne le fait pas comme ça, on ne prend pas une décision juste dire ça, on ne touche pas, parce qu'on sait quelles sont les conséquences qui sont derrière. Nous savons très bien, quand c'est maritime, qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les conséquences qui peuvent en découler de l'aggravation, s'il faut le dire comme ça, de braver de telle localité. Donc c'est très compliqué et qu'on arrive là. Nous avons encore dans la mémoire, et ceux qui connaissent bien, très bien, dans les années 90, à partir de derrière le palais du peuple, cette localité n'était pas du tout occupée. C'est à partir de 98-99 qu'on a donné cette localité à un investisseur étranger. Je parle des résidences 2000. C'est un domaine de l'État, vraiment qui appartient à l'État. Mais l'État, à travers la confusion, à travers, je ne sais pas, les manigances de la part des cadres de l'État, ont essayé de tromper, il faut le dire comme ça, il ne vit plus. Le président Lansana Conté à l'époque, on a dit qu'ils ont cherché des terres un peu partout, qu'ils n'ont pas eu.
où on peut donner vraiment de la place à cet investisseur étranger, libanais précisément, qui voulait aider la Guinée, qui voulait construire, vraiment, parce que c'est pas aider, c'est d'investir et gagner de l'argent. Et malheureusement, où on a trouvé, c'est cette partie là, c'est l'open de terre qu'on a pu trouver. Et le président Alpha Condé, à son rythme, quand il est venu, en 2013, si ma mémoire est bonne, avait tout fait pour pouvoir récupérer. Il n'a pas réussi. Parce que il a pris un décret, et je dis bien il a pris un décret, il n'a pas pu, parce qu'il y a le monsieur a un titre foncier, on ne peut pas. C'est déjà parti. Il a parlé d'un terme ici déclassé. Quand une fois que c'est déclassé, ça quitte le domaine public et que les conditions sont réunies pour que le domaine privé s'en approprie, ça va être compliqué de pouvoir faire quelque chose. C'est ce qui est arrivé. Donc, il est temps, parce que je prends cet exemple-là, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres. Si on arrive à blaguer par rapport à certains domaines et qu'on ne prend pas du sérieux par rapport à dans certains secteurs, que ce soit au bord de la mer, que ce soit au niveau des îles, et que par méconnaissance ou bien à cause d'un intérêt quelconque, on arrive à délivrer de titres fonciers et qu'on donne à des groupes qui sont très forts, tant au niveau national qu'à l'international, on risquerait de perdre cette partie. Il faut insister là-dessus. C'est pas parce que l'État s'est levé, dire que on ne va plus autoriser cela. Tous ceux qui ont pu faire ça, on va récupérer. Au contraire, par exemple, le cas de résidence 2000, c'est l'État qu'on sanctionnait qui devrait donner de l'argent. Donc, quand le président Alpha Condé lui est arrivé, vous avez vu qu'il y a un hôtel, ce n'est pas de la publicité, Onomo qui est venu là, ils se sont battus pour pouvoir trouver une petite place. C'est seulement, et puis l'hôtel là, ils ont pu construire. Et la force est restée avec cette résidence 2000. Donc, c'est compliqué quand on arrive à délivrer de titres fonciers et qu'on n'a pas toutes les maîtrises qu'il faut. Donc, il faut que vraiment les autorités actuelles arrivent à se battre, arrivent à s'accrocher sur des sujets comme ça pour qu'on n'arrive pas à détourner vraiment les biens qui appartiennent à notre pays, qui appartiennent à nous, appartiennent aussi aux futures générations. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous. On parle de cas de Kassa aujourd'hui, mais il y a comme ça des cas un peu partout à l'intérieur du pays, dans beaucoup de localités où on doit faire attention, on doit préserver ce qui appartient à l'État, parce que ce qui appartient à l'État appartient à tout le monde, appartient aux autorités, et appartient aussi à la population. Ouais, c'est un danger, il faut le dire, parce que on le disait tantôt, je pense que c'était hier ou avant-hier, aujourd'hui, on a comme cette folle envie de toujours construire au niveau des bras de mer, au niveau dans les lits de fleuves, dans les cours d'eau, aux abords, aux abords des cours d'eau et de la mer et autres. Mais cette envie de démesurer quand même a des conséquences pour le climat, sur le climat, des conséquences aussi sur le bien-être même de la population, néfaste, il faut le dire, c'est le mot, des conséquences néfastes, puisque cette pratique conduit notamment aux inondations. Absolument. Il faut le dire. Au-delà d'obstruer, comment je peux dire ça, le passage d'eau, on peut le fait aussi de créer des remblais, peuvent aussi susciter des inondations. Absolument. Et puis, vous faites bien de le rappeler, les conséquences climatiques sont là. Aujourd'hui, ce n'est secret pour personne. Nous sommes dans une situation où on a tellement agressé la nature, et surtout à Conakry ici, c'est quand même assez inconcevable qu'on puisse, puisque avant, à partir du mois de mai, ça pleuvait abondamment à Conakry, sur Conakry pour ainsi dire, mais cette fois-ci, il faut attendre mai, juin, juillet pour que nous constations effectivement l'abondance de la pluie. Tout cela est dû effectivement à cette construction anarchique quelquefois par la complicité de l'État, parce que on peut tout dire, hein, c'est tout. Quand vous faites la cartographie de tout ce qui s'installe aux abords de la mer ou de cours d'eau, vous vous rendrez compte effectivement c'est des gens qui à un certain niveau ont eu des positions politiques qui leur permettaient de tout faire, ou bien effectivement que les choses changent, la vie change, tout est flix dans la vie. Donc hier ils avaient des positions qui leur permettaient de bypasser un certain nombre de lois ou de règles. Aujourd'hui ils ne les sont plus. Donc c'est pour autant dire que même ceux qui sont là aujourd'hui, il faut effectivement choisir où il faut construire. On ne peut pas au nom de son bien-être vouloir sacrifier le bien-être de toute une population. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Donc je pense que c'est fondamental que l'État puisse encadrer tout cela, ou tout au plus faire appliquer la loi, parce que ça existe. Le code maritime est là, il suffit juste de procéder à son application entière pour que les uns et les autres puissent se ressaisir. On ne peut pas vouloir
appliquer la loi de manière partielle et ne pas l'appliquer de façon générale sur tout le monde. Je pense que c'est en cela que cela pose naturellement des problèmes aujourd'hui. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons éviter, parce que c'est vrai que le gouvernement a une volonté de vouloir minimiser quand même les conséquences du climat, du réchauffement climatique. Il y a eu beaucoup de moyens qui sont engagés dans ce sens-là. Des partenaires sont là. On parle de campagnes de reboisement, mais à côté, s'il y a des actes aussi qui détruisent fondamentalement ce que nous voulons remédier, je pense que ça y va effectivement de la responsabilité de l'État, au premier de quel c'est lui qui se trouve aujourd'hui à la tête du ministère de l'Habitat, en l'occurrence M. Morikondé. M. Morikondé doit pouvoir aujourd'hui s'élever pour mettre fin à cela. Et la loi, c'est en cela qu'on dit elle est impersonnelle. La loi, elle est impersonnelle. Aujourd'hui, voyez-vous, tout près de chez nous, ici, au niveau de Imbaya, ici, la mangrove, elle a complètement disparu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2008, 2008-2009, pendant tout le règne du professeur Alpha Condé, ça ne fait que ça va crescendo. Maintenant que nous sommes dans une période de refondation, il faut toucher à tout le monde, il faut toucher à tous les secteurs, il faut toucher à tout cela pour que nous puissions sortir de cela, parce que c'est un exemple qu'il faut donner. Quand on gère, quand on a responsabilité, disons, de prendre une décision qui devrait s'imposer à tout le monde, il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple et je pense que c'est en cela que les autres devront, prendre conscience et de dire attention, même ce qui nous gouverne aujourd'hui s'applique à respecter donc les règles établies. Donc pourquoi pas nous? Je pense que c'est en cela que nous pouvons sortir définitivement de cela. Et ça continue en dépit de tout ce que nous dénonçons. Et je pense que certaines choses échappent aussi à ce que aux autorités actuelles. La vente de ce parcelle-là continue. Allez-y à Kobaya, en allant vers Tayaki, c'est à peu près la même chose. Je pense qu'il faut que cela cesse. Il faut qu'on arrête à un certain niveau de faire le semblant. L'État, c'est une continuité. L'État est impersonnel, c'est vous, c'est nous, mais il y a ceux-là qui incarnent aujourd'hui l'État. C'est eux, c'est de leur responsabilité à un certain niveau de faire appliquer la loi dans son entièreté. Les îles de Kassa, on le sait effectivement que c'est un site absolument important pour notre République. Donc, on ne doit pas jouer avec cela. Que l'autre fois, j'ai interpellé le général, puisque c'est un militaire qui connaît effectivement les contours, les tenants et les aboutissants de ce qu'on appelle la géopolitique internationale. Et ils savent effectivement qu'est-ce que l'île de Kassa constitue pour notre République. Et je pense que, comme tel, ils doivent tirer toutes les conséquences et agir en toute lucidité pour pouvoir nous épargner éventuellement ces genres de choses-là. Car ça, c'est un patrimoine national qu'il faut garder absolument, parce que ce que nous avons aujourd'hui, beaucoup d'États n'en avons pas. Et est-ce que l'empressement de certaines puissances de vouloir s'approprier de Kassa à tout prix, en dit long assez ce que Kassa représente pour nous. Donc je pense qu'il faut qu'à un certain niveau, qu'on arrête. C'est vrai qu'il y a à côté certains qui vaillent que vaillent, puisqu'il y a leurs intérêts qui sont là-dedans, qui veulent vaillent que vaillent, avoir des arguments quelquefois fallacieux pour pouvoir amener les chefs à prendre des décisions absolument contre-productives, parce qu'au bout du bout, ça n'apporte absolument rien à notre pays ici. Bal à rappeler ici, les côtes maritimes aujourd'hui, ça ne s'arrête pas qu'à Conakry ici, c'est un peu partout. Il faut absolument que des mesures soient prises et que ces mesures-là puissent s'appliquer à tout le monde, un peu partout à travers le pays, pour que nous puissions quand même sentir que nous sommes dans un État. Dans un État, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait les choses en fonction de la loi et des règles établies. Ce qu'on appelle une république. Sinon, on se retrouverait dans une jungle. Absolument. Donc, je pense que c'est en cela que, disons ici, quand on gère, on ne gère pas avec les états d'âme. On gère avec les principes établis. Et je crois que c'est ce qui revient des droits, ce qui nous gouverne aujourd'hui, de pouvoir faire respecter ce qui est établi. On n'invente rien. Maintenant, s'il y a des gens qui s'agitent autour de cela, ou qui essaient d'interpréter les choses autrement, mais tant pis, c'est au nom de l'État qu'on agit. Au nom de l'État. Pas que on parle toujours de complicité, mais il y a aussi cette moralité des citoyens eux-mêmes, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui ce sont des citoyens qui incitent certains cadres à se mettre dans le jeu, parce que vous qui habitez de ce côté au niveau de Kassa et autres, vous venez pour dire est-ce que je veux revendre telle portion de terre, est-ce que vous pourrez nous aider en contrepartie, je te donne tel million. Pour quelqu'un qui a un salaire qui ne peut pas atteindre ce que vous le proposez, ce serait quand même très
je dis bien très très difficile pour la personne de renoncer à ces offres. Et je suis convaincu réellement que ça, c'est sciemment fait de la part des uns et des autres. Ce n'est pas la première fois, ou bien c'est pas maintenant qu'on apprend vraiment à la majorité de ceux qui habitent l'île de Kassa et environ que ce domaine, on ne doit pas vendre comme ça à de particuliers, à d'autres personnes, parce que c'est un site qui appartient à l'État, c'est réservé à l'État, on ne peut pas l'exproprier, ce n'est pas possible. Parlant de cela, j'ai été témoin de quelque chose par rapport à ça. J'ai eu à travailler avec des personnes qui ne sont pas de nationalité guinéenne, qui ne sont pas africains, dont on a vendu, ce n'est même pas ici, on a vendu, il me disait toujours qu'il a sa parcelle. Vendu? Oui. Ça, ceux qui m'écoutent, qui connaissent très bien, avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, il m'avait dit qu'il avait sa parcelle du côté de Kassa. On est parti là-bas, sa fête de départ, et on a passé on a passé la nuit, il nous a montré, on a visité le site, mais ce que je te dis, on m'a pas raconté, je l'ai vécu. Il m'a montré la partie. Mais lui, sachant que quand il vient, il passe un séjour, un temps, il disait qu'il compte revenir en Guinée parce qu'il fait bon vivre, donc il va s'installer en Guinée. Donc ce n'est pas une institution, hein, ce n'est pas une entreprise, non, c'est une personne, un individu dont on a vendu cette parcelle au niveau de l'île Kassa. Je sais où ça se trouve juste maintenant. C'est une réalité. Est-ce que il a jeté son argent? Est-ce qu'on l'a trompé? Est-ce qu'on savait? Donc c'est pour juste illustrer jusqu'où parfois on peut se permettre de faire certaines choses qui ne doivent pas être vraiment réalisées ou faites dans notre pays. Aujourd'hui, on vit des trucs qui ne sont pas bien. On a ce qu'on peut dire, on peut parler de l'État, on peut parler des investisseurs, mais la population aussi a sa part de responsabilité. Même si cette population, j'ai mal au cœur quand je vois les conséquences de ces constructions anarchiques tout au long de nos berges, tout au long de nos côtes à Conakry. On avait une zone risicole ici dont on parle peu maintenant, c'est Kabaki. Kabak, on sait très bien, cette zone que Kabak représente. Qui est à l'abandon aujourd'hui. Hein. Mais Kabak, c'est pratiquement fini, s'il faut le dire comme ça. Je n'exagère pas, mais Kabak, c'est presque fini. Non, on va faire une immersion et ils vont voir. Les digues qu'on a fait à Kabak pendant combien depuis le temps de l'ensemble. Les digues ont cédé. Mais les digues ont cédé. Les mosquées dans certains sont partis. Les toilettes, on ne peut pas trouver. Même parfois, les toilettes pour aller, aujourd'hui, dans cette localité, c'est difficile d'en avoir parce que l'eau a envahi. Ce que je dis, ma connaissance, c'est qu'il y a 3 ans, c'est dont je parle. Maintenant, 3 ans après, comment se parle? Oui. Donc tu ne maîtrises plus les réalités. C'est encore pire aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Kabak aujourd'hui? C'est encore pire. C'est des trucs qui se passent. Tout ça par quoi? Parce qu'on dit toujours, nous ne sommes pas océanographes, nous ne sommes pas de l'urbanisme, mais on a toujours entendu de la bouche des spécialistes que ceux qui construisent tout au long de nos côtes, quand tu construis là, vous poussez l'eau va continuer à trouver de la place ailleurs. Et cette place, c'est où? En tout cas, à notre connaissance en Guinée. Ici, c'est Kabak qui a pris un coup et tout ce qui est zone risicole, c'est fini. Maintenant, on ne parle plus de zone risicole, mais c'est lieu d'habitation. On ne parle plus d'agriculture même. L'agriculture, on n'en parle pas, mais d'habitation même, c'est notre problème. Donc ça, comme tu l'as dit, je pense que c'est super intéressant de faire un tour, de voir encore comment se porte cette localité. Et ça, c'est qu'on dit, ce n'est pas pour Kabak seulement. Il y a des zones rizicoles comme ça en Guinée qui existent. Si on ne fait rien, il y aura des conséquences encore graves. N'allez pas loin, descendez à Tayaki. À Tayaki, dans quelques années, Tayaki aussi va disparaître. Et pendant ce temps, au moment où on parle, les gens continuent à construire dans cette localité. À Tayaki. Continuent à construire. Et il y a eu des statistiques de la part du ministère de l'Anguche et du ministère de l'administration du territoire concernant des inondations qui ont eu lieu, comme on appelle, en 2022-2023, si ma mémoire est bonne. On a parlé d'environ 28 000 ménages touchés. Et dans ces 28 000, il y a plus de 20 000 dans la zone de Kankan. Vous vous rendez compte? Kankan, zone de Kankan, dont on ne parle pas cette année, il y a 2 ans environ. Donc en Haute-Guinée. Et nous, quand on parle, on ne voit que tout au long de Matoto, Koléa, en ville, c'est ce que nous voyons. Alors que le dégât encore à l'intérieur, c'est autre chose. Il faut que l'État se réveille. Déjà, on a un ennemi qui est général, qui n'est autre que le changement climatique, le dérèglement climatique qui est en train de fouetter tout le pays et comme on a tout le continent, tout le monde entier, il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, on parle de Japon, mais
dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qu'on va dire de nos villes? Il faut voir le pont de Kiridi, les images qu'on a vues là, avec des barques qu'on s'est déplacées pour sauver des gens. Et ça, c'est pour cette année. Dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Dans leurs statistiques, ils ont plus de 80 et quelques, 85, 86 sites inondables qui sont répertoriés. Et ça, c'est pas aujourd'hui qu'on a répertorié. Cela a été répertorié il y a plus d'1 an. Qu'est-ce qui a été fait? Depuis 2023, oui. Depuis 2023, qu'est-ce qui a été fait? On a même reçu Yula qui nous en parlait. Oui. Mais qu'est-ce qui a été fait? Et ce qui m'a vraiment choqué dans tout ça, quand on a parlé, après les études, les rencontres là, l'atelier, tout ce qui a été retenu, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à des décisions? On dit quoi? Dès qu'il y aura tous ceux qui ont construit dans les lits des cours d'eau n'ont qu'à commencer à enlever leurs barrages. Dès qu'il y aura inondation, on se rendra sur dès qu'il y aura inondation dans un quartier et que nous soyons informés, tous les services se mobiliseront pour agir, c'est-à-dire pour aller casser. Donc on sait que c'est une zone inondable. Donc on ne casse que quand il y a une... Non, tu te rends compte? C'est grave. Et ça, cela a été dit. Non, mais c'est grave. Et ça, c'est devant. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas l'ancien régime, hein, c'est devant l'actuel ministre on parle de l'administration. On parle de récent, de phénomène 2023, on parle c'est récent. Oui. Donc l'actuel ministre de l'administration territoire qui est là, ils savent réellement ce qui s'est passé, ce qui était prévu. On n'a rien fait pendant toute la saison sèche. On attend d'abord qu'il y ait l'inondation et on agit. L'inondation, qu'est-ce qui va se passer? Dégâts matériels, perte en vies humaines, comme on l'a enregistré. Et puis maintenant, on va essayer d'agir pour faire quoi? Il faut qu'on se réveille. Le médecin après le mort, quoi. Allez, c'est compris. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que vous vous rappelez de cette catastrophe de Koya à Bananéré. Vous vous rappelez de cela? Oui. Ouais, puisque les dispositions ont été prises là et que les uns et les autres ont compris que c'est à leur risque et péril, mais ils ont quitté complètement. Aujourd'hui, ça va. Ça va. Oui. Il n'y a aucun problème là. Parce que c'est des gens. Deux fois, la nature conseille plus, au mieux. Absolument. Au mieux. Des gens qui étaient installés complètement, c'était dans la rivière même. Oui. On vient, on construit, on dit non, on veut rester à Conakry, voilà, avec n'importe quel prix. Je pense qu'à un certain niveau, c'est vrai. Et pourtant, il y a de la place à Koubia. Abondamment. Lansana Conté y était, à sa maison déjà. À sa maison, oui, à sa maison. Mais là, on sait pourquoi. Là aussi, on sait pourquoi. Vous le savez? Tu le sais, je le sais. Vous n'allez pas ouvrir le débat là, ici. On sait. Chez lui. Il y a de la place partout. Non. Pourquoi pas de là-bas? Non, il y a de la place à Koubia. Vous voulez qu'on ouvre le débat? Non, il y a de la place à Koubia. Il fait bon vivre à Koubia. On s'arrête là. On va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs. C'est le Touba de Guinée. Au stand 629 95 67 deux fois. Salut chers journalistes. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le changement d'entraîneur qui fait la performance d'une équipe de football. L'État n'a qu'à chercher à mettre en place des infrastructures sportives dignes de nom. Si Kassa est une île sensible, on doit la protéger tant bien que mal. Oh ma belle Guinée, que Dieu te bénisse. L'espoir est là. Mando depuis Dabondi. Ça fait plaisir de l'entendre ainsi il le dit aujourd'hui. Bonjour Kavi TV, c'est Komara. Il faut que nous acceptions de libérer ces zones dangereuses car chaque vie humaine est sacrée, même si parfois pour sauver certains, il faut être plus têtu. Et peu importe votre rang social, nous sommes tous égaux devant la loi. Komara le patient, écrit-il. Et on enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 deux fois. L'infatigable communicant du CNRD, Abdallah, le numéro 1 de vos auditeurs, honorable Joe Bebeto, est à l'écoute de votre émission. Dites à monsieur le ministre Mori Kondé que l'applicabilité est mieux par rapport aux paroles. Abdallah, si tu vois que la vie est dure à toi, c'est que là où c'est doux, tu étais éloigné du bonheur, signé l'enfant chéri de Boura Maya Samaya, monsieur Silla, rue 15, l'imperturbable. On l'a déjà compris, monsieur Silla. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 67. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba Dinting Djambouria, dans Kama, dans mon village natal. C'est les mêmes cadres qui donnent ce titre foncier et c'est les mêmes aussi qui en achètent. C'est vraiment dommage. Mamadou Alpha
Moussa Djambouria Diallo depuis Koloma qui nous écrit et il enchaîne. Cette liste est bonne, mais on devrait sélectionner le capitaine avec notre Kerno Barry qui vient de s'engager avec Villarreal qui a marqué dès son premier match, écrit-il. Allez, on va ouvrir tout à l'heure ce débat dans cette émission. Mais avant, on va tourner de page mais restez à Conakry. Cette fois, nous parlerons de la décharge de Dar es Salaam vers la fin du calvaire des habitants, il faut le dire. Cette décharge de 25 hectares dans les années 80 pour une population de 500 000 habitants réduit aujourd'hui à 5 hectares exploitables selon l'ANSP. Bonne nouvelle, un projet nommé Baritodé va bientôt être effectif. Il envisage la construction d'un centre d'enfouissement technique moderne à Baritodé dans la préfecture de Koya. Le coût du financement s'élève à 70 millions d'euros pris en charge par l'Union européenne et l'AFD. Un ouf de soulagement pour ces habitants de Dar es Salaam et environ qui cohabitent imprudemment avec une masse de déchets qui s'agrandit en recevant quotidiennement 1200 tonnes de déchets. S'il annonce réjoui, il faudrait quand même attendre encore 3 bonnes années, c'est-à-dire en 2027, Mohamed Ba. Je te vois sourire là. C'est le quartier de Major, il sera tout à l'heure dans ce studio. C'est pas possible. Attends, pourquoi? Non, mais déjà, j'ai peur. Parce que je pense que c'est le deuxième projet, si j'ai bonne mémoire. Le deuxième, il y avait un autre projet vers Kouria. On parle d'autres projets de Baritodé. Je sais pas. Tu connais... Est-ce que tu prononces bien là? Baritodé. Ça veut dire quoi? Là où on rencontre des fantômes, si je ne Ou des génies. Ou des génies. Et c'est là-bas maintenant. Est-ce qu'on peut avoir nos ordres? Non, tu es en train de... Non, mais... c'est quoi? Non. Mais... Je fais des idées. Non, mais c'est le nom d'une localité, point. D'accord, ok. C'est le nom d'une localité. Là, on parle de cette bonne nouvelle, pas de la localité. Occupe-toi de la bonne nouvelle. Espérons que apparemment, Ba avait précisé quelque chose. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et il veut m'empêcher de pas... Non, je ne t'empêche pas. Loin de moi. Je dis, moi, je veux penser à un simple nom. Si tu connais quelque chose que les autres ne connaissent pas, aide-nous. On veut de toute façon, on est en Basse-Côte et on parle de Baritodé. Et on sait c'est quoi Baritodé. Donc, on ne rentre pas dans ces détails. L'essentiel pour nous que c'est sur le papier, c'est un bon projet. Ouais. C'est un bon projet. J'espère que ça va bien se réaliser. Vous insistez sur papier. Abdallah, est-ce que c'est la première fois qu'on apprend qu'on va délocaliser vraiment cette décharge de la minière? Tu vois la décharge? C'est dimanche. J'ai passé presque une journée là pour vivre cette réalité. Il y a des choses qui se passent dans cette localité, vous ne pouvez pas croire. Vous allez croire, vous n'allez pas penser que vous êtes à Conakry. Je pense que cette décharge, pas seulement pour côté l'environnement, la pollution, il faut tout faire pour enlever cette décharge-là. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans cette localité. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Il y a des trucs qui se passent là, c'est incroyable. Est-ce qu'on va pas nommer un shérif de ce côté? Ça va un peu canaliser la zone, Trafic de drogue, prostitution, bon voilà, comme c'est sorti de ta bouche, il n'y a pas de souci. Prostitution, à ciel ouvert. À ciel ouvert. Allez là, même si vous allez là-bas très tôt le matin, dimanche matin très tôt, vous allez croiser des gens. Dans la ville, vous allez voir des gens qui sortent des boîtes de nuit, vont partir. Eux aussi, sans ce mois, ils sortent pour aller à la maison. Ils sortent de la décharge pour aller à la maison. Parce qu'on sait, il y a des abris de fortune qu'on appelle des PACA et autres. Mais c'est incroyable ce qui se passe là. Il y a une zone qui est là-bas que j'ai vu. La plaque est indiquée que c'est une zone qui appartient, comment on appelle, à la défense de l'aérienne. Comment on appelle le ministère de Terre, l'armée de l'air, qui appartient à l'armée de l'air. Voilà. Une zone qui appartient à l'armée de l'air. La plaque est là. Mais cette zone est occupée par des jeunes qui consomment du n'importe quoi. Et ça, je l'ai vu. Ça bienvenue en Guinée. C'est incroyable. La plaque est là. Hein. C'est pour comment on appelle l'armée de l'air. Mais c'est occupé par des hommes. Je vois pourquoi Major n'a pas voulu être là avant. Il a préféré. Oui, dimanche là, il est en train de rapper là. Ça, je l'ai pris. C'est incroyable. Oui, avec ses habitations de fortune. C'est incroyable ce qui se passe là. Donc, moi, je pense que ce projet. Avec tous les risques, parce qu'après tout, il y a eu éboulement. Oui. Je pense que c'était en 2020-2021. Oui, il y a eu deux morts là. C'était pas 2020, c'était en 2000. Non, c'était en 2018. Sous Alpha. 2017-2018. Bien avant 2018. C'était en 2016-2017. En tout cas, il y a eu un éboulement. Bien sûr, c'est en cette période. Je sais bien, et en cette période que cela est arrivé, il faut voir les enfants qui sont là, en bas environ à une hauteur de plus de 100 mètres. C'est plus le noir qui se dégage.
Mais il faut voir ce La qui se passe là. pollution. C'est incroyable. Ce projet, je pense que ça va avoir lieu parce qu'on a toujours parlé de projets à cette localité. On va faire quitter. Mais ça, on a du mal à réagir, à faire cela. Mais quand est-ce que cela va avoir lieu? Qui a le projet? Comment le projet va avoir lieu? Est-ce que toutes les faisabilités du côté de Baritode ont été mises en place, ces faisabilités-là? Est-ce qu'on a essayé de bien voir avant qu'on engage ou bien qu'on essaie d'amuser un peu? Ou bien c'est pour amuser la galerie encore? Parce qu'on en a vu beaucoup de projets, ça ne date pas d'aujourd'hui, bien avant le président Alpha Condé, sous le régime d'Alpha Condé, et après lui, on entend encore des projets qu'on va faire quitter vraiment cette localité. Est-ce qu'on va tout faire pour avoir un cadre de l'ANASP? Ce serait quand même bien qu'ils viennent ici dans cette émission. J'espère qu'ils vont accepter de parler. Vous savez qu'il y a une mosquée pratiquement qui est hors d'usage, il faut dire comme ça, qui est dominée par les ordures. Vous savez très bien, dans cette localité, il y a des points d'eau, on a fait des forages, encore il y a des bonnes fontaines qui sont là. Bientôt aussi le cimetière à côté. Inutilisable. Le cimetière inutilisable. À côté, il y a ces images-là aussi qui existent où on met de l'eau, sorte d'eau dans cette localité à quelques mètres, même pas 3 ou 4 mètres de ces ordures. Je ne sais pas qui a eu ce projet fou, quelqu'un qui a eu la tête complètement dérangée pour mettre des projets comme ça dans cette localité. Mais c'est incroyable, on parle d'eau. L'eau potable à boire. On ne peut pas avoir d'eau potable. Il y a des ici. bornes fontaines, mais il y en a. Maintenant, est-ce que l'eau là est potable? Je ne sais pas. Mais on a installé des bornes fontaines dans cette décharge là. C'est incroyable ce qui se passe là. Il y a tout. C'est un fourre-tout total. Des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, je le dis comme ça. Des femmes, pas des prostituées, mais des professionnels de sexe qui sont là. Des enfants drogués. Bref. Vivent vraiment le déplacement de cette décharge de la minière. Ouais, avec le vieux métier qui persiste et qui insiste. Qui fait son petit bonhomme de chemin. de ce côté. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'en réjouir, hein? C'est vrai que ça va prendre encore 3 ans, mais le fait de l'entendre doit quand même donner une lueur d'espoir. Il faut encore espérer. Ouais, on espère toujours, mais je pense que c'est en dénonçant science-là que nous disons, voyez-vous que comment nos intellectuels agissent quand on n'a pas, disons, sa part dedans, on ne fait pas de telle sorte que les projets puissent aboutir à un certain niveau. On laisse à côté ce qui était déjà là, établi. On essaie de monter à toute pièce des projets dans lesquels on peut avoir sa part, peu importe ce qui pourra advenir après. Vous l'avez dit ici, le projet de Kouria, on était tous d'accord que c'était un projet quand même dont le site a été complètement, localisé. On parlait même de l'aménagement de ce site-là, parce qu'il y avait beaucoup, on parlait de plus d'une dizaine d'hectares de ce côté-là, donc qui permettait, de Kouria, qui permettait à l'État de complètement déplacer cette décharge-là du côté d'Arsalam pour l'amener de l'autre côté ici, de l'autre côté. Et je pense que à Kouria, quand même, ça peut être plus acceptable qu'à Koya ici. Je ne sais pas par où, au niveau de Koya, on a pu trouver ces sites-là qui pourraient éventuellement, parce qu'on l'a dit ici, c'est sur papier d'abord, mais je pense qu'il faut d'abord poser la question pourquoi on a laissé l'autre projet et qu'est-ce qui a empêché, puisque c'est les mêmes, c'est certainement c'est le gouvernement d'alors qui n'est plus là, mais on pense que l'ANASP existe et les cadres qui sont là. Il y a un bon nombre de cadres aussi qui ont participé à la mise en œuvre de certainement la mise en place de ce projet-là qui existe aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas pu essayer certainement de renforcer ce projet-là pour qu'on puisse aller plus vite? Parce que vouloir laisser le projet de Kouria et entamer notre projet, c'est de reprendre à zéro les choses et puis ça prendra le temps que cela va prendre. C'est vrai que c'est l'Union européenne, c'est l'Agence française de développement qui va financer tout cela, mais on sait effectivement quelquefois la lenteur qui peut caractériser les démarches et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'on peut continuer toujours d'un projet à un autre parce que tout simplement les initiateurs ne trouvent pas leur part dedans, alors qu'en réalité on pourrait bien, puisque c'est au nom de l'État, faire, disons, booster rapidement les choses pour qu'on puisse sortir définitivement de ces cycles vicieux. Alors, c'est un cachot à double sens au niveau de la décharge de Darsalam. À côté, il y a ce qu'on appelle la pollution aujourd'hui qui devient un véritable problème pour la santé publique de la population. À Darsalam, les gens ne vivent plus parce que c'est des gens qui sont confrontés quotidiennement à toutes sortes de maladies. On a reçu ici respiratoire. On a vu ici le jeune ici qui nous expliquait ici à quelques mètres de l'aéroport là-bas, chef secteur, l'un des secteurs de Darsalam, qui nous explique effectivement le calvaire qu'il vivait quotidiennement.
les conséquences, c'est dans les années à venir qu'on verra effectivement les conséquences qui pourront, disons, découler de cela. À côté, vous avez rappelé ici, c'est des liés des débauches de toutes sortes. Il y a ce qu'on appelle quelquefois des jeunes qui s'y cachent. Il y a certains jeunes là-bas, c'est leur habitation. Ils créent toutes les conditions. C'est-à-dire que ce sont là, c'est eux qui imposent la loi. Il y a des écoles là-bas, on est des verseriers là-bas. C'est eux qui contrôlent la zone. Donc, c'est une transition, quoi. Pour l'instant, c'est eux qui règnent, c'est eux qui contrôlent tout. Ils essayent de mettre en place les PACA et tout ce que vous connaissez. À côté, personne n'ose y passer. Donc, on vend toutes sortes de drogue là, excepté de ce qu'on qualifierait effectivement les professionnels de sexe. Ça, c'est autre chose. Vous savez, il y a un certain nombre de ces prostituées là qui, à un certain niveau, si peut-être ils auront honte à 5h, 6h de rentrer chez eux, ils viennent, ils passent le petit temps qu'il les reste après, ils continuent, disons, de regagner leur domicile respectif. Donc, à côté, naturellement, le banditisme va se développer. Ça, c'est faussement. Partout là où ces arts de choses se font, on filme, on se drogue, il y a la prostitution aussi à côté. Je pense qu'à un certain niveau, l'un dans l'autre, il faut que l'État puisse agir pour que nous puissions sortir définitivement de cette situation qui n'a que trop duré, parce que la santé publique, elle est là. Les uns et les autres aujourd'hui, au niveau de Dar es Salaam, continuent quotidiennement de suffoquer cette fumée assez dangereuse pour leur vie. Et je pense que l'un dans l'autre aujourd'hui, il faut que les lignes bougent et qu'on puisse complètement débarrasser Dar es Salaam de ce danger imminent. Il ne faudrait pas que ce soit un projet feu de paille, il faut le dire, une simple annonce. Il faut maintenant passer aux actes concrets. On enchaîne avec des auditeurs et téléspectateurs qui participent au débat en nous écrivant sur le 629 95 67 deux fois. Bonjour Kavi FM, c'est Gibril Souma depuis Koya Wankifon Carrefour. La plus grosse erreur de l'État guinéen est qu'il ne voit jamais les dégâts. Il agit toujours quand il y a dégâts. Merci pour cette contribution. Bonjour cher ami, c'est Abdoulaye Sour du Simamboussia. Comme nos autorités ne prennent pas leurs responsabilités, j'invite chaque citoyen à choisir où habiter ou de choisir où habiter. Bonjour ma radio, j'aime vraiment votre émission, vous êtes vraiment véridique dans vos communiqués. C'est Alassane Kamanou qui vous kiffe depuis Koya, l'homme de Wondeto, depuis Kessidougou, si je prononce bien. Allez, on enchaîne avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand. Bonjour, le grand journaliste. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents et vous remercier pour votre combat que vous faites chaque jour pour nous, les auditeurs. Que Dieu soit reconnaissant envers vous. En tout cas, nous, ici, l'écoute est favorable. Donzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo. Merci, Donzo, pour la fidélité. Bonjour, chers journalistes. Ces domaines illégalement vendus sont l'œuvre de ces mêmes autorités, qu'elles nous laissent tranquilles. Sekou Amana Kamara depuis Antamarché qui nous laisse cette réaction. Bonjour, bravo au général pour la pose de la première pierre des 3 centrales solaires de 100 MW en Haute-Guinée. Les côtes sont occupées par les personnes riches et les cadres du pays. L'État est responsable de tout ce qui se passe. Cette zone de Dar es Salaam est invivable, même pour Kouria. Il y a des gens là-bas. Il faut aller loin encore si la rue 15 est égale à lui-même. C'est Aboubakar Ben de Kuntia. Allez, on va éviter de provoquer Silla ce matin. Allez, une pause. Derrière, nous parlons de sport et surtout de football avec la Fédération guinéenne de football et le Sili national de Guinée. C'est avec notre consultant maison, Amadou Major Diallo, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Restez à l'écoute. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbele, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon moment, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité?
Essayez de donner un peu le nom du quartier, qu'on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Eh ben voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapiti est une arnaque? Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais c'est qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de nous écouter du côté de Dar es Salaam. Il faut le dire, beaucoup de réactions de ce côté. Je vais les lire tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Depuis 3 semaines maintenant, Kaba Diawara n'est plus sélectionneur du Sili national de Guinée, remplacé par un directoire transitoire composé d'anciens coachs du Sili dont les performances sont plus ou moins critiquables. Le Sili A devra, en dépit de ce changement, continuer sa quête d'une qualification pour la Coupe d'Afrique et le mondial à venir. À cet effet, Charlie Pakile, si je prononce bien, nouveau sélectionneur, a rendu public la liste des 23 joueurs devant jouer la double confrontation entre la RDC et la Tanzanie lundi dernier. Surprise ou non, il a été constaté le retour de Madi Camara et Morlaye Sila, toujours réclamé par des supporters et analystes. Autre changement majeur, c'est l'absence cette fois de Nabi Keita Deko, des changements majeurs qui suscitent assez de réactions. Pour en parler, il est déjà avec nous, notre consultant sportif maison, Amadou Major Diallo. Bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à nos auditeurs. On va pas commencer par sport, mais par Dar es Salaam. C'est ton quartier, il faut le rappeler. Allez-y. Est-ce que la nouvelle te réjouit? Parce que je te vois rire. Après, à Nov, tu nous disais tout à l'heure, non, c'est pas Dar es Salaam, c'est Dar es Salaam, c'est Concasser. Mon cher ami, la décharge se trouve où alors? La décharge se trouve entre Dar es Salaam et Concasseur. Donc c'est pas Dar es Salaam, tu ne veux pas accepter ça? C'est pas Dar es Salaam. Et même Dabondi fait partie. Hein. Non, mais... Voilà. Non, mais Dabondi fait partie. Tu es le nouveau maire de ce côté. Non, il faut partir. Parce que quand tu quittes vers Amdallah, tu pars vers Concasseur, on te dit Carrefour Combos. On ne te dit pas Carrefour Dar es Salaam. Donc, le dépotoir, ça fait partie de Dar es Salaam, de Concasseur et de Dabondi Rai. Ok, mais Dar es Salaam fait partie quand même. Dar es Salaam fait partie. Non, ce n'est pas Dar es Salaam seulement. Voilà, c'est pas Dar es Salaam seulement. Parce que les gens pensent que dès qu'on parle de dépotoir, on dit Dar es Salaam. Non, il y a Concasseur, il y a Carrefour Concasseur. Mais à quoi c'est la différence quand on dit c'est le nom du quartier, ce n'est pas le nom des personnes. C'est le nom du quartier, mais faut pas coller l'étiquette à 100%. Quand on parle de dépotoir, on met là-bas Dar es Salaam. Il faut dire encore le dépotoir de la minière alors, ça te va? Voilà, minière, voilà. Et pourtant, quand il y a eu l'éboulement, on parlait de la décharge de Dar es Salaam. C'est parce qu'ils sont mal informés, c'est ça. Ils veulent juste situer les responsabilités. Voilà, et ça a été situé. En tout cas, il y a Carrefour Combos. Je sais pas. Non mais Major est en train de défendre l'indéfendable. Je pense que la répartition des communes de Conakry ne devrait pas se passer à son Major et Yaya ne se retrouvent pas depuis la répartition. Ils n'ont pas de quartier, ils n'ont pas de commune. Non mais sérieusement. Allez, on va aller avec quelques réactions avant de parler sport. Major. Cet auditeur qui nous écrit: bonjour, excellent reportage de Mohamed sur la décharge de Dar es Salaam City. Quelle épidémie à ciel ouvert. La fumée se propage jusqu'à l'aéroport. Il témoigne. Bonjour Kavi Média, c'est Mohamed Chérif Souma, l'enfant d'Arjana Silibing. Silibing, oui. Silibing, tu connais la Guinée, toi. Oui. Je vous écoute depuis Dar es Salaam. Moi, je prie Dieu, le Tout-Puissant, d'accélérer ce projet-là pour le bien-être de notre quartier et ses environs. Big respect à vous, les vrais patriotes. Je pense que Major a compris, c'est Dar es Salaam. Il vit à Dar es Salaam. Bonjour Kavi, je vous écoute régulièrement depuis Mania, mais parfois il y a des interférences. Oui, un problème, Monsieur Barry, que nous essayons de régler au quotidien. D'ici quelques jours, ce ne sera qu'un lointain souvenir, il faut le rappeler. Oui, Amadou Major Diallo, on parle maintenant de sport avec ce changement, d'autres qualifient de cruel et d'autres peuvent dire que c'est positif. Aujourd'hui, comment vous avez, en tant que journaliste sportif, accueilli cette nouvelle, d'abord cette transition dans le monde du football?
Moi, je pense que concernant la sélection nationale depuis le limogeage de Kaba Diawara, pour moi, c'est un ouf de soulagement. Même si bon nombre de personnes pensent qu'on est contre Kaba Diawara, on n'est pas contre Kaba Diawara. Et puis on ne peut pas occulter cela, cet entraîneur quand même avait apporté des surplus dans l'équipe nationale. Quand je parle des surplus, je fais allusion à l'arrivée de certains joueurs comme Seydou Guirassy et tant d'autres, et tout ce qui est discipline, et respecter les heures d'entraînement, c'est quelque chose qui est aussi important pour l'équipe nationale. Mais cela ne veut pas dire si l'entraîneur est incapable de faire des bons changements, si l'entraîneur n'est pas à la hauteur de faire un classement, un schéma tactique qui va nous permettre de progresser dans les matchs qu'on ne peut pas la lever. Vous savez, aujourd'hui, on a envie d'avancer. Si toi, Abdallah, tu viens, on te confie un poste, tu arrives à faire quelque chose, le suivant doit faire mieux. Mais on ne peut pas dire si Abdallah arrive à faire quelque chose qui est bon, même s'il a des côtés qui sont néfastes, on va dire Abdallah va rester là-bas. Vous savez, si on arrive à faire les pour et contre ce qu'on appelle les études de faisabilité, Kaba Diawara en profite d'être un bon team manager qui peut nous apporter pas mal de choses. Mais en tant qu'entraîneur, avec l'équipe nationale, il y a une question d'avenir. Il y a des jeunes joueurs qui ne peuvent pas attendre 3 ans ou 4 ans et que Kaba Diawara arrive à apprendre sur eux. Voilà, Kaba, il est parti. Maintenant, c'est l'équipe de Sharpa qui nous a livré une liste qui est appréciable, mais pas parfaite. C'est une liste quand même qu'on peut discuter. Appréciable, mais pas parfaite. Mais pas parfaite. Pourquoi? Parce que Déco n'y est pas? Non, pas seulement Déco. C'est une question, je relance. Oui, c'est extrêmement important. Oui, je relance. C'est pas Déco. L'absence de Déco, tout le monde est unanime. Ces derniers temps, Nabi Keita, Déco ne donne pas satisfaction, il n'est pas en jambes. Lui, Amadou Diawara, voilà, ils sont dans ce même registre. Maintenant, parlant de la sélection de François Kamano, c'est là où qui a suscité un véritable débat parce que Kamano n'avait pas donné satisfaction lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. En club, il n'est pas constant. Même hier, il avait marqué un but, mais il n'a pas terminé le match. Voilà, là, ça suscite un débat. Et puis au niveau de la défense, la non-sélection de Oumar Kalaban aussi, c'est un autre débat qu'on peut quand même on parle de quel Oumar Kalaban? Pardon, Kalaban Diallo, Kalaban Diallo, lors des Jeux Olympiques. Vous savez, il n'y a pas une liste qui est parfaite. Maintenant, pour dire que cette liste elle est parfaite, ça dépend des 2 prestations de la Guinée qu'on va jouer contre la Tanzanie et la RDC. Maintenant, on va voir sur le plan tactique, c'est là où moi ça m'intéresse beaucoup, leur philosophie de jeu, les changements. Parce qu'il ne s'agit pas de sélectionner des bons joueurs, mais l'utilisation des joueurs aujourd'hui, c'est un véritable obstacle pour les entraîneurs. Moi, je suis d'abord sceptique, j'attends de voir comment ces 2 entraîneurs vont utiliser les joueurs sur le terrain, comment ils vont gérer leur schéma tactique, comment ils vont gérer sur les changements. Parce que Kaba aussi sélectionnait des bons joueurs. Mais le véritable problème avec Kaba Diawara, c'est l'utilisation des joueurs. Les schémas tactiques, jouer avec 2 milieux 6, 3 défenseurs, c'est quelque chose qui ne donnait pas satisfaction. Maintenant, avec Sharpa Kile et Coach Abedi, la question reste fondamentale. Quelle philosophie de jeu qu'ils vont nous proposer? On reste sceptique, on les attend, mais quand même, ils ont proposé une liste qui est acceptable, mais qui n'est pas parfaite. Bien, cette question, avant d'aller même sur le fond du jeu, le système de jeu, la performance individuelle de ces joueurs que certes vous connaissez. Posons cette question. C'est d'abord l'encadrement. On parle de Michel Ducier. Aujourd'hui, Michel Ducier ne fait pas l'unanimité dans le monde du football en général. Pourquoi aller ramener Ducier, ramener notre Lapé national qui a été qualifié, traité de tous les noms d'oiseaux ici en Guinée, les mettre à la tête d'un comité ou d'une direction transitoire? Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas comment on interprète le football, comment on fait le bilan d'un entraîneur, c'est extrêmement important. Prenons le cas de Lapé Bangoura. Lapé Bangoura, il a suivi une formation en France avec l'appui du président Antonio Soare. Lapé Bangoura a coaché un club en Ligue des Champions. Lapé Bangoura a pris une équipe locale. Il est parti au niveau du Chan. Il est revenu en tant que meilleur troisième, il est revenu avec une médaille. Au niveau des médailles, entre parenthèses, est-ce que cette formation que l'AP a suivie en France, est-ce qu'il avait terminé la formation? Bon, là, je n'ai pas une information qui est claire, je ne vais pas m'aventurer dans ce sens. Ce qui reste clair quand même, il était parti suivre une formation. Maintenant, compte tenu de ses backgrounds, il était avec l'équipe nationale guinéenne, il était parti à Boaké, il a pu battre la Côte d'Ivoire, mais en ce moment, le bilan n'était pas là. Pourquoi moi j'ai préféré l'AP? L'AP déjà a eu des expériences en amont.
On ne peut pas lui comparer à Kaba Diawara. Il ne faut pas manquer de respect à Kanfouri Lapé Bangoura. Certes, quand même, il a des côtés... Mais on nous apprend que aussi Kaba a des expériences au niveau de la France aussi. En tout cas, en tant que sélectionneur d'une équipe nationale, si j'ai bonne mémoire, vous tapez sur Google, vous n'allez rien voir. Kaba Diawara, entraîneur adjoint de l'équipe nationale, après entraîneur de l'équipe nationale Syria. Kaba Diawara n'a pas entraîné quelque part. L'expérience qu'il a eue, cette expérience, c'est parce qu'il a joué dans beaucoup de clubs en tant que joueur. Voilà. C'est ça, tant en France qu'en Angleterre. Voilà, il ne s'agit pas d'être... parce que ce n'est pas parce qu'on est bon footballeur qu'on peut être un bon entraîneur. Donc, on ne peut pas comparer. Je sais que, on va dire, Lapé Bangoura, il aime ceci, il aime cela, mais Lapé Bangoura nous a ramené des médailles. Kaba Diawara est parti au niveau des Jeux Olympiques, 3 sorties, 3 victoires, même si on me parle de catégorie. Mais une médaille est à respecter. Un entraîneur ne peut pas partir dans une compétition, nous ramener des médailles et on est là à dire il est ceci et cela. Prenons le cas de Michel Doucier. Michel Doucier, c'est un entraîneur qui maîtrise les rouages du football guinéen. Il a entraîné le CI national de Guinée. Regardez, et lorsque Michel Doucier était entraîneur, quand on était parti au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, regardez le schéma tactique, regardez le niveau de jeu, le volume de jeu, le contenu que Michel Doucier nous proposait dans les matchs et le contenu que Kaba Diawara nous proposait. Et au finish, ça a donné quoi? Exactement. Avec Michel Doucier, ça n'a pas donné grand-chose. Avec Michel Doucier, ça n'a pas donné grand-chose. Mais avec Michel Doucier, un pays comme la Guinée-Bissau, la Gambie et le Mozambique, c'est déjà le Botswana, c'est des nations qui n'ont jamais eu l'opportunité de battre la Guinée. Il faut qu'on évolue. Même si ce n'est pas parce que Michel Doucier n'avait pas donné de satisfaction, mais on n'a pas besoin d'un entraîneur qui va faire régresser l'équipe nationale. Kaba Diawara, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Si c'était l'ancien système, on allait être disqualifié. La Guinée s'est qualifiée en tant que meilleur troisième. Notre seule prouesse, c'est parce qu'on a gagné contre la Guinée équatoriale, mais c'est pas parce qu'il a fait ça. Qui n'est pas forcément une très grande nation de foot. Voilà, qui n'est pas forcément une très grande nation de football. Lorsque Michel Doucier était entraîneur, mais contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, on a vu le match qu'on a joué avec une génération de Ibrahim Traoré et ils nous avaient ramené des binationaux. Donc, c'est des entraîneurs. C'est des entraîneurs professionnels, c'est des entraîneurs qui ont des expériences, c'est des entraîneurs qui n'auront pas d'excuses en équipe nationale. Attendons de voir les 2 matchs qu'ils vont nous livrer contre la RDC et la Tanzanie. On va voir le schéma tactique, leur philosophie de jeu, le contenu de jeu de l'équipe nationale. C'est extrêmement important. Nous, on a besoin de ça. Donc, il est trop tôt de juger cette équipe ou cette direction transitoire. Exactement. Moi, c'est après les rencontres qu'on peut juger un entraîneur. Certes, qui a le passé. Aujourd'hui, tu fais sortir le CV de Lapé Bangoura, tu fais sortir le CV de Kaba Diawara, mais tu déposes ces 2 entraîneurs pour qu'ils postulent quelque part, mais on ne va jamais prendre Kaba Diawara. Mais Major, tu es d'accord avec moi? Le CV dont tu fais allusion aujourd'hui de Lapé Bangoura, ce CV existait bien avant même, s'il faut le dire, que l'autre ne soit joueur même qui ne vienne dans l'équipe nationale guinéenne, c'est-à-dire Kaba Diawara n'arrive. Ça trouve qu'il était là. Pourquoi on a laissé Lapé Bangoura? On est allé chercher Kaba Diawara. Pourquoi Kaba Diawara, comme on appelle Lapé Bangoura, avec tout ce qu'on connaît, tout ce que tu viens de dire comme titre, comme prouesse, comme médaille envoyée, pourquoi on continue toujours à penser à d'autres personnes, pas à lui? Alors, vous savez, on a envie de mettre un projet en place. Je ne suis pas là pour défendre Lapé Bangoura. Je ne suis pas là pour vous dire que Lapé Bangoura va réussir. Pour le moment, je reste sceptique. Ce qui reste clair, Lapé Bangoura, il a le diplôme d'un entraîneur. Chaque entraîneur a des parcours quand même définis. Ouais. Il y a quand tu fais le bilan de José Mourinho, il y a de ces clubs où il n'avait pas donné satisfaction. Bien sûr. Il y a eu des entraîneurs qui sont partis dans des clubs, ils ont reçu, c'est comme le cas de Hervé Renard. Hervé Renard avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie, il est parti en France, mais aujourd'hui Hervé Renard ne se retrouve pas. Voilà, si on se fie à ça, parce que Hervé Renard a remporté une Coupe d'Afrique des Nations, tu lui donnes ton club, il passe à côté. Le football, c'est pas comme ça. Le football, c'est quoi? C'est le contenu de jeu, le schéma tactique, le management au niveau des vestiaires. C'est extrêmement important. Surtout le management. Le management, parce que Kaba Diawara avait raté 2 aspects qui sont extrêmement importants. C'est un de ces 2 aspects qui résument le football. Amener des joueurs, certes, c'est bon. Mais gérer entre les joueurs, s'il y a des problèmes au niveau des vestiaires, il faut venir gérer ces problèmes. Ça fait partie des rôles d'un entraîneur. Des bons résultats, s'il y a des conflits dans l'équipe, tu le gères. Mais quand il y a des conflits, déjà, il a une position. Et c'est pas bon. Regardez le problème entre Naby Keita et Madi Camara. Une histoire de copinage. C'était l'entraîneur qui était censé de leur appeler, dire il faut arrêter ça dans l'équipe nationale. Le cas de Morlaï,
ces histoires et tout ça. Il fallait appeler Morlaï. Avec ce fameux maillot. Il dit Morlaï, je te sélectionne, mais je te mets sur le banc de touche. Parce que tu ne vas pas être titulaire. Avec un joueur indiscipliné, ce sont des avertissements. Mais on n'avertit pas le joueur, on la lève comme ça. Madi Camara qui sort avec l'ex-copine de Naby Keita, s'il est là, il ne va pas s'entendre. Donc, c'est pas bon. Un entraîneur qui n'a pas le dos large. Mais quand on est chef, toi tu es chef. Oui, allez-y. Vous le rappelez, Kaba n'était pas en odeur sainteté avec des joueurs-là. Patatra, Kaba n'est plus là. On le rappelle, est-ce que c'est une façon de dire que Kaba avait tort? Kaba était le problème. Kaba, oui, quelque part, oui, c'était lui le problème. D'abord l'entraîneur, ensuite ses joueurs. C'est-à-dire son adjoint qui n'était plus là, que lui qui l'a renvoyé presque. Et il n'est pas là, c'est lui qui vient, y compris maintenant les joueurs dont parle Yaya. Vous savez, pour nous dire que Charles Pakile, il connaît, mais cela ne veut pas dire qu'il va réussir. Qu'il va donner de bons résultats. On a eu des entraîneurs qui ont remporté la CAN et qui sont partis quelque part, ils ont échoué. C'est Kaba Diawara qui nous a dit qu'il a un ami en France, qu'il est très bon. Parce que c'est un bon entraîneur, c'est lui-même qui a ramené le monsieur là. C'est lui qui a amené Charles Pakile. C'est lui qui a amené Charles Pakile. Il a compté sur lui. Donc c'est là, il a quelques backgrounds. Maintenant, on ne s'est pas posé cette question, pourquoi il y a eu divorce entre Kaba et Charles Pakile. Il n'y a pas eu de communication. Alors la question pourquoi? Tu as vu? La question aujourd'hui, c'est comme si, c'est que même si je peux m'aventurer peut-être avec des préjugés ou bien des pensées comme ça, parce que j'ai pas eu... Sans preuve. Voilà, sans preuve. J'ai pas échangé avec Kaba Diawara. Puis quand Kaba Diawara ne nous a pas expliqué qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Charles Pakile, ni Charles Pakile aussi. On a vu seulement, ils ont enlevé Charles Pakile. Aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut vous expliquer pourquoi ils ont enlevé Morlaï Cissé avec l'équipe des U23. Il a été remplacé par Kaba Diawara. Ça, ce sont les coulisses. Il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de communiqué. On nous apprend même que cette décision est venue du haut lieu, avec les immixtions de l'exécutif même. C'est ça. C'est comme l'entraîneur. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. L'entraîneur des U20 qui se préparait pour partir en France pour organiser un tournoi de détection, ils l'ont enlevé. On ne sait pas pourquoi il a été enlevé. Aujourd'hui, ce sont les véritables détails des défaillances que l'équipe de Bouba Sampil sont en train de nous montrer. Ils sont en train de négliger. On injecte les entraîneurs, on ne sait pas pourquoi. Vous avez vu, certes aujourd'hui Charles Pakile est venu avec avec Lapé Bangoura. On ne peut pas se taper la poitrine pour dire qu'ils vont faire des bons résultats. On attend de voir. Ils ont 2 matchs. On attend vraiment de bons résultats. On attend de voir. Les 2 matchs, on va voir leur philosophie de jeu, leur contenu. Si c'est moins par rapport à Kaba, mais on les enlève. On veut quand même des entraîneurs. Oui, c'est l'équipe nationale, c'est l'emblème de la nation. On a besoin de l'excellence. Bien, on a changé autant d'entraîneurs en tant que journaliste sportif. Aujourd'hui, est-ce que l'effectif même ne constitue pas un problème en soi? C'est-à-dire l'équipe guinéenne, est-ce qu'il faut carrément refonder cette équipe du Sidi national, aller sur de nouvelles bases, et faire comme certaines nations que tu connais déjà, dissoudre, chercher une autre génération, aller avec une autre pépinière? Non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de mettre une très bonne politique sportive à la base, qui est en symbiose avec la Fédération guinéenne de football, affiliée au niveau du ministère des Sports. Parce qu'il faut avoir un projet sportif digne de nom. Le projet sportif, d'abord, ça commence par quoi? On commence par les renforcements de capacité, la formation des cadres. Parce qu'aujourd'hui, on a des entraîneurs qui ne sont pas formés, des arbitres qui ne sont pas formés, des présidents de clubs même qui ne savent pas leur rôle. On a aujourd'hui des recruteurs qui ne savent pas leur rôle. Il y a des clubs aujourd'hui qui recrutent des joueurs sans signature, sans rien. Au niveau des libérations, ils n'en ont rien. L'Orient en était victime. Ils ont libéré Morlaï avec 0 francs. Donc, le Fellow-Star de l'Abbé, aujourd'hui, quand le président est parti, en fait, le club a chuté. Il n'y a pas une politique sportive à la base. Ça, c'est donc, il faut renforcer les capacités de formation à tous les niveaux. Et deuxièmement, il faut que le ministère des Sports, en collaboration avec l'État, connaisse des infrastructures sportives dignes de nom. Quand on a des infrastructures sportives dignes de nom, maintenant, on va faire face à la Ligue guinéenne de football professionnel pour rendre ces clubs professionnels. N'importe qui ne doit pas être président de club, il n'a pas les moyens. Il faut poser les jalons et les principes et les critères pour être un club éligible en Ligue 1. On ne peut pas avoir un club, certes, qui va être comme Wydad de Casablanca, mais au moins un club qui est un peu à l'image, qui a quelques moyens comme Antonio KPC, un bus, un stade et tout ça, quoi. Voilà. Donc, le minimum. Donc, pour que le football guinéen avance, il faut partir et contacter, apporter de l'expertise, partir consulter la Fédération marocaine de football qui est en train de faire un projet au point de vue infrastructure. L'objectif, c'est d'organiser la Coupe du Monde et les renforcements de capacité. Ils ont déjà un fonds pour relancer aujourd'hui le sport dans un cadre général à tous les niveaux. Les U17, les pépinières, tout, ils ont tout. Donc le football
il faut mettre un projet en place. Changer les présidents de club, changer tout le temps les entraîneurs ou les sélectionneurs. Les entraîneurs, amener tel président est d'accord avec l'autre, tel journaliste communique sur tel boss parce que c'est lui qui me donne de l'argent, c'est lui qui me fait voyager. Je pense que même les journalistes sportifs aujourd'hui peuvent apporter leur grain de sel pour que le football guinéen évolue. Il faut qu'on ait une association sportive digne de nom, coordonnée par un président avec des lois. Bien, Est-ce que certains, c'est notre corporation, hein, est-ce que certains journalistes sportifs, je dis bien, certains journalistes sportifs guinéens ne constituent pas un problème pour le CILI national de Guinée? Là, je suis d'accord avec vous, parce qu'on n'arrive pas à faire la part des choses, la différence entre un journaliste et un communicant. Quand on est communicant, on reste communicant, on a une position. Je suis communicant. On l'enseigne dans les écoles de journalisme. Exactement. Je suis communicant de l'équipe des U20. Normalement, je suis censé à communiquer que juste pour l'équipe. Pas communiquer sur Bouba Sampil. Ou bien si Abdallah ou bien M. Ba arrive à donner des points de vue qui sont contradictoires par rapport aux idéologies du président de la Fédération guinéenne de football, on dit Abdallah ou M. Ba est contre vous, Monsieur le Président. Tu vas voir ce chargé de communication de U20 ou de U17 partir s'attaquer à toi. Non. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu apportes tes preuves contradictoires avec des pièces à conviction. Tu as dit tant, c'est ça le journalisme. Mais dire qu'Abdallah, c'est monsieur, c'est pas un bon journaliste, non, c'est pas ça. Sortons dans ça. Regardez les cellules de communication en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu des problèmes entre Idriss Diallo et Didier Drogba, mais la presse, elle était là juste pour relayer l'information. Les communicants, c'est juste ça. Les communicants, ils ont fait leur rôle. Quand tu n'es pas d'accord avec Didier Drogba, on t'apporte les preuves avec une plume palpable. On va aller avec la liste elle-même des 23 joueurs convoqués, avec 3 gardiens, 6 défenseurs, 6 milieux et 6 attaquants. Je pense que c'est ça, si je ne me trompe. Oui. On a d'abord Ibrahima Koné qui évolue en France. Aujourd'hui, performance major. Est-ce que vous pensez qu'il mérite? Bon, Ibrahim Koné, c'est parce que Moussa Kamara Pimpin n'était pas sérieux. C'est pour cela qu'on s'est contenté de Ibrahim Koné. Mais une nation qui a des ambitions pour remporter une Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut pas compter sur Ibrahim Koné. On a vu les buts. Il n'est pas mauvais non plus. Bon, on se contente de lui. On n'a pas mieux que lui, mais on n'a pas le niveau de l'équipe nationale. Donc, on se contente de Koné. On se contente juste de Koné. Si la réalisation peut nous donner la liste, ça va beaucoup nous aider. Moussa Kamara Pimpin, qui est aujourd'hui au Simba Sport, en Tanzanie, quand même qui fait des prouesses de ce côté. Il n'était pas sérieux, mais je pense qu'en Tanzanie, il commence à retrouver le sérieux. Il ne faut pas que les gens arrivent... moi, je me dis, il ne faut pas qu'on arrive à solfer sur des pentes quand même qui sont glissantes. Moi, je me dis, faire le bilan d'un sportif, c'est toute une saison. Moi, je ne fais pas le bilan d'un gardien juste pour 4 ou 5 matchs. D'accord. Il est parti là-bas pour se faire une place. Il est en train de chercher une place. Moussa Kamara Pimpin, c'est le gardien le plus chanceux en Guinée. Il a joué presque toutes les catégories. Il a eu la chance avec le Orea. Il a été sanctionné à maintes reprises. On lui ramène encore. C'est un gardien, mentalement, il n'est pas là. On a besoin d'un gardien qui est constant. Toute une compétition. Même son nom Pimpin pose problème. Puisqu'on parle de constance, est-ce que Kémoko Touré peut relever le défi? Milo FC qui a été quand même champion cette année, champion de Guinée, le club champion. Avec Kémoko Touré. J'ai eu un boum au cœur quand tu as dit Kémoko. Je pensais que tu allais le cas de Kémoko Touré, c'est un peu tôt pour le mettre titulaire. Vous savez, l'équipe nationale, c'est un autre niveau. Kémoko Touré, il faut savoir comment l'intégrer. Il faut savoir enlever Koné petit à petit. On n'allait pas Koné d'un seul coup. Il y a des matchs amicaux. On peut gagner un match 3 buts. On te dit Koné, c'est de la place à Kémoko. C'est comme ça, les Sénégalais, ils ont introduit Khadim Dia à la place de Tony Silva. C'est Tony Silva même qui préparait Khadim Diaye mentalement, c'était contre la Chine. Il dit Khadim Diaye, vas-y, fais ce que tu veux. C'est comme Idrissa Ganagé qui est en train de préparer aujourd'hui les Nampalis Mendy, les Pape Matarsa. C'est Ganagé sur le banc de touche même qui conseille ces enfants-là comment jouer. En Guinée, c'est tout à fait le contraire. Pensez que Koné va donner des conseils à Kémoko comment garder et comment se comporter. Pensez que Naby Keita aujourd'hui va être sur le banc pour dire moi là, faites ça. Ils vont jamais le faire. Au contraire, ils vont les concurrencer. Je pense qu'il faut avoir une politique sportive, savoir comment intégrer ces genres de joueurs. Il faut savoir intégrer un joueur local.
Et ça, il faut avoir un entraîneur averti. Averti. Oui, un encadrement averti pour pouvoir le faire. À la défense, on a Ibrahima Diakité qui n'est pas nouveau quand même dans la sélection. Il évolue en Belgique avec le Cercle Bruges. Ouais, Ibrahim Diakité, il est très bon, seulement il doit travailler. Ibrahim Diakité ne peut pas jouer un match de 90 minutes. À la 75e minute, voilà, il est épuisé. On a vu contre le Sénégal, vers la fin, il était paniqué, on lui replaçait. C'est un joueur qui a de l'avenir, mais il faut savoir comment les utiliser. Il faut avoir des doublures au niveau des bandes de touche. Il faut savoir, tel joueur, il est capable de jouer les 90 minutes. Un joueur, il est capable de jouer la première explication. Un joueur qui est capable de jouer les prolongations. Bien. Il faut savoir comment utiliser les joueurs. Nabi Youssouf Oulari, Bolusport de Turquie, qui est aussi sélectionné pour ces deux confrontations. Bon, lui aussi, il est bon, très engagé, très motivé. Il part au duel. C'est un joueur, quand même, on peut compter sur lui. Seydou Sow, Strasbourg, France. Seydou Sow, bon, des fois, s'il est titulaire dans son club, on peut compter sur lui, mais s'il n'est pas opérationnel, voilà. Je pense qu'avec Seydou Sow, quand même, en équipe nationale, il a sa place. Julien Janvier, un vieux, qui n'est plus nouveau dans la sélection. Julien Janvier. Et qui est très bien. Exactement. Julien Janvier qui progresse en maturité. On a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui, voilà, c'est un défenseur box-to-box. On en a forcément besoin pour couvrir ce gardien de but qui ne nous rassure pas. Antoine Conté, Sekou Silla, tous deux de la Bulgarie et des Pays-Bas. Bon, Antoine Conté, c'est un joueur qui, quand tu gagnes les matchs, tu as envie de défendre, tu as envie de travailler sur le plan physique. Défensivement, il est bon, mais offensivement, il n'est pas là. Donc, quand tu gagnes, voilà, tu le fais rentrer pour gérer. Mais Isiaga Silla, le duo Isiaga Silla, Mohamed Ali, qui n'a jamais marché. Isiaga Silla, quand même, qui donne de belles performances 2 fois. Est-ce que vous comptez sur lui? Bon, Isiaga Silla, pour le moment, il est le meilleur à ce niveau. Isiaga Silla, ça varie. Des fois, il te fait un bon match. Des fois, il passe à côté. Absolument. Voilà, Isiaga Silla, on C'est égal à lui. Voilà, on peut pas dire, quand tu dis Isiaga, il n'est pas bon, il te fait sortir un bon match, il marque un but. Quand tu le flattes, il passe à côté. Mohamed Ali, Young Sport. Mohamed Ali, c'est un joueur que je connais beaucoup. À l'université, on a joué ensemble. Le problème Même si aujourd'hui, tu ne sais plus jouer, il faut le reconnaître. Le problème de Mohamed Ali, en club, c'est le meilleur. Il avait fait un bon match contre Cristiano Ronaldo, mais en équipe nationale, je sais pas, il y a une question de confiance en soi. Il doute, il n'a pas confiance en lui-même. Bien. Donc, au milieu, donc en équipe nationale, il devient camping grade ou quoi? Il a du mal. Allez, au milieu, il y a encore des changements significatifs, il faut le dire. Chez Conté, FC Zurich, est-ce que tu penses que ça peut donner un milieu? Conté, ça dit pas, ça donne pas grand chose. Ça donne pas. Et Madi qui signe son retour, est-ce que tu penses qu'il va être avec un bon système de jeu? Madi va retrouver la forme qu'on a toujours eue. Ouais, Madi, il est en super forme parce que son avant-dernier match, il a été élu homme du match. Il connaît, c'est sa dernière chance. Même Paok, c'est sa dernière chance. Sa prestation en équipe nationale, il passe à côté, c'est mort pour lui. Et même dans son club, je me dis, il est à sa dernière chance en équipe nationale et en club. Donc il va prendre ses responsabilités. Ça dépend de comment les entraîneurs vont l'utiliser. Et toutes nos prières qu'il arrive à se retrouver, qu'il joue comme il le fait dans son club, parce que même de l'autre côté, la saison dernière, il y a eu l'Olympique de Marseille qui voulait l'avoir aussi, mais ça n'a pas marché. Non, lui, son problème, il n'a pas de manager. C'est ce qu'il a. Manager, Abdoulaye Touré, le colosse, il nous rappelle encore Diambobo de Celtic, Diambobo Baldé. Bon, lui quand même c'est un joueur, il est motivé, il a la philosophie de jeu africain. Même s'il n'a pas duré en Afrique, mais défensivement il est très bon. Les balles aériennes, il est très bon. Il peut même jouer le rôle de défenseur central. Mais balle au pied, on peut pas compter sur lui pour partir au niveau des animations offensives. Et ça, ce n'est pas réellement son rôle aussi. S'il n'arrive pas à le faire, c'est pas son rôle, il faut le dire. Et la saison, la dernière journée. Dans l'ancien système, on disait un 6, un 8, un 10. Ouais, lui, il est plus bon. Lui, les 6, c'est beaucoup plus récupérateur. Il a marqué un beau, il a osé marquer un but, un penalty incroyable qu'on appelle Panenka. C'est un habitué. Allez, Touré bien. Moriba Kourouma qui jusqu'à présent ne donne pas cette sensation qu'on attendait de lui au Barça. Bon, Moriba Kourouma, c'est un jeune joueur, faut pas lui responsabiliser, il faut lui mettre dans les doutes. Donc, quand tu lui mets dans les doutes, il va forcément travailler. Mais Moriba Kourouma, vous savez, il est jeune. Et puis, son entourage aussi avec son papa, c'est un jeune joueur qui est très mal entouré. Il a eu la chance d'exceller vite. Donc, il n'a pas tellement galéré dans le football. Arrivé au Barça, il dit qu'il ne va pas rester. Il change de club. Il vient en équipe nationale. En Guinée, il a été accueilli en fanfaron. C'est le seul joueur qui a été accueilli dans un stade en Guinée. On lui donne le numéro 10. Il vient de la Masia. Après, il a la tête sur les épaules. Kaba Diawara comptait sur lui. Donc, il ne se concentrait pas. Il savait que voilà, c'était lui. Bon, donc, il faut lui faire la star. Voilà, quand tu le mets sur le banc de touche, tu titularises Morla, il va jouer.
C'est Edouard Cissé. Et moi, surtout son cas, moi j'ai eu peur. Le truc, c'est ce qui s'est passé avec le garçon, c'est parce qu'il est parti vite en besogne. Il n'a pas pu terminer, pour moi, il n'a pas terminé sa formation au niveau de Barcelone. S'il avait terminé sa formation. Il a été trop médiatisé. Et le côté, peut-être, moi j'étais pour cette façon de faire parce que la peur pour moi que l'Espagne le récupère et qu'il joue pour l'Espagne. Donc, moi, c'est la peur, c'est à ce niveau. Mais on avait compris que c'était mal parti. Côté argent, on parlait, mais il n'avait pas terminé sa formation de Barcelone. C'est Edouard Cissé qui n'est pas aussi jeune dans cette équipe du Cili. Ouais, c'est Edouard Cissé, c'est un bon joueur, mais on ne peut pas compter sur lui. Il peut pas être, c'est pas un véritable leader qui va prendre un match sur. Vous savez, c'est des postes stratégiques dans le football. Quand on est milieu de terrain, il faut jouer en football collectif. Il faut être un joueur qui a assez de qualité. Vous avez les Yaya Touré, les Pascal Fendouno, les Naby Keita. Il faut être un leader. Actuellement, c'est Edouard Cissé, c'est pas un joueur qui est capable de prendre ses responsabilités, prendre en charge toute une équipe. Voilà, c'est des garçons, quand ils gagnent un match, il faut les faire rentrer pour conserver le ballon et puis voilà, ça va. Le grand retour, Morlaye Sylla, avec beaucoup plus d'espoir et d'attente. Est-ce que tu penses, est-ce que Morlaye va relever ce défi? Non, Morlaye, déjà, c'est un joueur, j'échange avec lui. Actuellement, il a la rage, il a envie de répondre. Il a envie de répondre aux gens, pas au niveau des réseaux sociaux. Il était en clash avec l'entraîneur. Les gens disaient il est indiscipliné et tout ça. Je pense que Morlaye Sylla, il a été tellement réclamé, donc il a envie de mettre tout le monde d'accord. Quand on lui tutorialise, il ne donne pas satisfaction, les gens vont donner raison à Kaba Diawara. Il connaît ce qu'il attend. Bien. Donc les gens disaient, c'est un défi pour lui. Voilà, il y a un gros poids, il y a une pression derrière lui. On dit c'est toi qui peux remplacer Naby Keita dans une équipe nationale, c'est toute une responsabilité. Donc c'est à lui maintenant de travailler comme Agibou, se mettre à la tâche, de ne pas tricher et puis voilà, de relever le défi. Même s'il joue dans un club où vraiment ce n'est pas sa valeur, c'est qu'il gagne vraiment. Ça viendra. Il ne faudrait pas faire comme non, Moriba. c'est parce qu'il y a un mauvais. Non, mais là, le contraire, c'est le contraire. Tout à fait. Lui, pratiquement, il s'est bien développé, mais je crois qu'il y a un problème de management autour de lui. Non, le problème, c'est Auréa. C'est Auréa qui a causé tout ça. C'est très mal fait. C'est Auréa qui avait causé parce qu'il y avait des clubs qui l'ont courtisé, même un club américain avec $1 million. L'Auréa avait refusé. L'AS Monaco et tant d'autres, voilà, c'était des pioches quand même qui étaient très bons, mais ils l'ont pas laissé partir. Cette fois-ci, ils voulaient coûter l'Auréa coûte que coûte. Il a été bradé. Peut-être que ça va aller dans les années à venir. Côté attaque, une attaque qui n'est quand même pas tellement productive pour le Cili national de Guinée, des attaquants qui marquent peu. On a quand même une très bonne nouvelle, c'est un joueur local qui vient s'ajouter à cette liste, un autre joueur à part Kemoko Touré du Melo FC, c'est Mohamed Saliou Bangoura du Afia FC. Aloba, il est quand même, c'est un très bon joueur, il a l'instinct de buteur, c'est un gars, il part au duel, voilà, il a l'instinct de buteur, c'est un finisseur, c'est un bon finisseur. Maintenant, c'est de savoir comment l'intégrer, comment l'entourer entre les grands joueurs, c'est extrêmement important parce qu'un joueur local, il faut savoir mixer l'équipe. Ça a été un véritable problème pour les entraîneurs guinéens, c'était leur obstacle parce que quand on est locaux, faut pas responsabiliser le local d'un seul coup. Il faut lui donner la chance, il faut lui préparer mentalement. Tu dis voilà, il faut venir jouer, tu n'as rien à perdre, même si tu perds le ballon, mets-toi à l'aise, fais ce que tu sais faire, ne lui mets pas la pression. Bien. Donc sur le plan psychologique, il n'est pas prêt, il faut lui préparer mentalement et lui remettre en confiance, lui dire qu'il n'a rien à perdre. Viens jouer, fais ce que tu fais, sais faire, tu as le temps. Et puis, mais quand tu viens, tu dis c'est l'équipe nationale, tu as affaire avec Séou Guirassy, de ne pas satisfaction, je t'enlève. Ça dépend des discours des entraîneurs dans les vestiaires. Bien, quand même, l'attaque, c'est quand même très serré. C'est une concurrence rude entre ces joueurs. On a Mohamed Bayo, un habitué du Cili national qui évolue bien dans son club Lille. Ouais, c'est l'attaquant le plus chanceux actuellement. Et il a marqué encore cette saison-là, la dernière journée, en quelques secondes avant la fin du match. Exactement. Je me dis, c'est l'attaquant le plus chanceux en équipe nationale. Certainement, il est venu en équipe nationale, il était en super forme, il pétait la forme avec lorsque Lille courtisé par des grands clubs, mais comme c'est un ivrogne, voilà, je vous cache pas, c'est un ivrogne, il n'est pas constant avec son équipe tout le temps, il a été interpellé, excès d'alcool et tout ça. C'est pas bien voilà. Maintenant, lorsque Séou Guirassy est venu, tout le monde se disait ouais, c'est fini pour Bayo. Mais après Séou Guirassy, il était blessé contre le Nigeria. À chaque moment que Séou Guirassy revient en équipe nationale, ça se trouve qu'il est blessé, donc il a la chance d'être utilisé. Et quand il est utilisé, il te plante un but. Mais voilà, c'est un joueur qui est aussi chanceux. C'est à lui de saisir sa chance. Pour le moment, au niveau de la ligne offensive du Cili, on peut ne compter que sur Bayo, parce que Guirassy revient d'une blessure. Guirassy, puisque tu parles de Guirassy, qui a fait quand même l'exploit la saison dernière. Tous les regards étaient braqués sur lui, mais aujourd'hui, qui a du mal à se retrouver en équipe nationale. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un problème d'adaptation?
Ouais, c'est une question d'adaptation et d'utilisation. Et de tactique aussi, de l'entretien à mettre à sa disposition. Exactement, parce que on a vu le schéma tactique de Kaba Diawara, ça lui fatiguait. Il était obligé de venir chercher le ballon jusqu'au milieu de terrain, partir dans des contacts physiques. C'est là où même il a contracté cette blessure. Mais dans son club à Stuttgart, on lui donnait le ballon, on lui servait rapidement. Peut-être moi j'ai hâte de voir la philosophie de jeu, comment dirais-je, le directoire un peu, voilà, comment ils vont nous livrer leur schéma tactique. Est-ce qu'ils vont alimenter les couloirs, parce que ça a été le véritable obstacle de Kaba Diawara, les couloirs n'étaient pas créer alimentés. Le confort autour de lui. Le confort autour de lui, avoir des bons meneurs de jeu. Je pense que quand il est bien servi, c'est un bon finisseur, il est bien parti mentalement, il est à l'aise. Actuellement, il est frais. Tous les attaquants de Dortmund, quand il a repris les entraînements, d'autres même disaient à Sébastien Haller de plier les bagages. Et les Füllkrug aussi, pas mal d'attaquants sont menacés actuellement à Dortmund, parce que quand on parle de Guirassy, c'est un autre niveau. C'est la machine à but. Hein, c'est un autre niveau. Ouais. Aliou Badara Baldé, que je ne connais pas trop, qui évolue en Allemagne. Ouais, lui, il est sénégalais d'origine. Il a été courtisé par pas mal de clubs. Actuellement, il est dans le club allemand Bochum. Ah, mais il y a quel d'origine dans ça? Il est sénégalais d'origine ou il est guinéen d'origine? Il y a deux d'origine. C'est ce qu'il explique. Non, lui, il a la nationalité. Il a pris la nationalité guinéenne, mais Badara, il est sénégalais. Il est sénégalais, voilà, parce qu'il a été il a joué les catégories au Sénégal. Bien. Il a été courtisé par pas mal d'entraîneurs, mais Aliou Cissé, il a négligé le jeune joueur. Il négligé, mais lorsqu'il a été sélectionné en Guinée, ça suscitait un débat. Actuellement, il y a une forte pression sur Aliou Cissé de fait qu'il a perdu son match contre la Côte d'Ivoire. Et puis, il a d'autres joueurs qui n'ont pas rappelé. On est en train de lui mettre la pression. On lui colle même les étiquettes de Kaba Diawara. Lorsqu'on a limogé Kaba Diawara ici, ils ont associé leurs photos. Ils ont dit pourquoi pas Aliou Cissé. Mais vous savez, là-bas, ils ont une très bonne fédération de football. Et c'est un ici, projet. On n'en a pas. Bon, pour le moment, on reviendra là-dessus. C'est un autre débat. Voilà, là, c'est un autre débat. Son regard sur l'état de santé de notre fédération. Ça, c'est un autre débat. C'est une longue histoire. Adjibou Camara, Ludogorets. Ouais, Ludogorets, actuellement, voilà, il commence à progresser dans son club. L'autre fois, il a fait un très bon match. C'est un joueur qui est conscient parce qu'à un certain moment, au niveau d'une Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas travaillé. Moi, j'ai pris langue avec lui. Il me dit actuellement qu'il est obligé de travailler. C'est sa dernière chance. Lui, actuellement, je peux le dire, c'est le meilleur joueur guinéen en matière d'engagement et de motivation. Oui, absolument, je suis d'accord, ça on le soutient. François Kamano, pour le moment, qui ne crée pas cette sensation. Je t'informe qu'il a marqué la dernière journée. Bon, je t'informe juste. Qui ne crée pour le moment pas cette sensation, il faut le dire, cette sensation, j'allais dire. Mais quand même, qui signe Adama FC et qui est rappelé en club, je pense que tout va bien maintenant pour Kamano. Je pense que c'est le véritable flop de cette sélection. On ne peut pas compter sur François Kamano. François Kamano, c'est un joueur qui a déçu tout le monde. Il a déçu même les supporters de Bordeaux, il a déçu le monde de football français parce que l'allure, ce que le joueur avait dans le championnat français, pour moi, on allait le retrouver actuellement. Il avait joué dans des clubs comme Manchester City et tant d'autres, mais il se retrouve en Arabie Saoudite. C'est pas son niveau, c'est pas son championnat. C'est un garçon qui nous montre que sur le plan mental et sur le plan psychologique, il manque d'ambition et il est parti dans un championnat où quand tu as tous les trophées, tu te retrouves là-bas. François Kamano, il était bon en championnat, Bordeaux aussi, mais en équipe nationale aujourd'hui, on ne peut pas compter sur François Kamano. Oui, beaucoup d'SMS. Je sais que vous avez des questions, mais je n'ai que 2 minutes. Excusez-moi, je vais aller avec les auditeurs, sinon je vais me faire taper. On en a 15. Bonjour, chers confrères. On peut être meilleur au monde, meilleur joueur au monde, mais cela ne veut pas dire forcément qu'on est meilleur entraîneur. Être un entraîneur, c'est une autre étape dans le monde footballistique. C'est Kaba, un de tes confrères, journaliste sportif, major. Je ne suis pas tout à fait d'avis avec les analyses de mon idole major quand il dit que Pimpin est le joueur le plus chanceux. Non, il confond la performance à la chance. Je ne suis pas d'accord avec lui sur le retour de l'AP et Bangoura. C'est Dramé, ton ami Dramé qui te laisse cette réaction. Bonjour, c'est Ibrahim Kondé depuis Lambagny. Parlant des domaines étatiques, c'est aux dirigeants de mettre l'intérêt de la nation au-dessus de leur intérêt individuel. Et il revient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la Fédération guinéenne de football, en tant que Bouba Sampil est à la tête, rien n'ira bien. Alors je demande à mon général de s'ingérer. Ah non, s'il s'ingère, on va se retrouver dans une sanction. Allez, si la rue 15, ne t'y aventure pas. Bonjour ma radio. Dans le cadre sportif guinéen, on n'a pas confiance en nous. C'est pourquoi on a des difficultés d'avancer. Il faut qu'on évite ce fléau. C'est toujours Alassane Kamano de Koya, l'homme de Wondeo. C'est comme ça il écrit. S'il vous plaît, n'accusez pas nos différents entraîneurs à la tête du Sili. C'est l'équipe
l'équipe même qui n'est pas bonne. Vous verrez les résultats des 7 et 10 septembre. Sekouba Amana Kamara depuis Anta qui nous laisse cette réaction. Kaba est rentré dans l'histoire du Sili. Il est parti tôt, c'est du coup d'état contre Kaba. Grâce à lui, on a eu beaucoup de joueurs binationaux avec la discipline dans l'équipe. Ils ont envoyé Madi qui a manqué du respect au pays en refusant la sélection et aller dans un match de gala de quartier. Il n'a pas présenté ses excuses au peuple et ils envoient des affairistes comme il cite des noms. Aboubakar Bensila de Kountia. Rebonjour, c'est Monsieur Barry depuis Manéa, s'il vous plaît, donnez-nous la liste. Monsieur Barry, on a déjà épulsé cela, j'espère. Bonjour les cavistes, vous avez une belle notion de foot avec Major Foulé Saucé. Invitez-le à chaque fois. Oui, c'est notre consultant, ne t'inquiète pas. Major, il est un habitué de cette émission. Salam à votre confrère Major Diallo. Est-ce que le capitaine, il pose des questions, c'est Mamadou Gambouya. Est-ce que le capitaine a été consulté pour la liste des joueurs? À quand le match de notre équipe U20? Est-ce que c'est le sujet du jour, Gambouya? Ça va être compliqué pour Major, il n'est pas de la fédération. Mais après, je vais voir s'il va répondre. Bonjour Kavi Média Actu. On vous capte difficilement. Avec cette liste de nouveaux coachs de Sili, on a l'espoir. Merci. C'est Barry Ibrahima depuis T7. Merci de nous pratiquer de ce côté. Quand le chat n'est pas à la maison, les souris font la tête et la bombasse. Kaba Diawara, Samba, Morla et Madi font leur retour en équipe nationale. À eux donc de saisir leur chance et de redonner confiance aux supporters du Sili. Chapeau à Amadou Major Diallo. Oui, il faut le dire. Il est un très bon journaliste sportif et a de très bonnes analyses constructives. Chapeau à lui. Et bon courage à lui. Donc ça c'est pour Major ce matin. Bonjour Kavi Média, c'est toujours Mohamed Chérif Souma. Je suis entièrement d'accord avec Major, le vrai spécialiste de football, c'est quelqu'un qui est tranquille, véridique, mais surtout l'art de parler. Chapeau à lui, qu'Allah le protège, Amina, qu'Allah le protège. Il est très jeune, il ne faudrait pas qu'on lui aventure, qu'on l'arrache, qu'on l'amène dans des tuyaux. Bonjour Kavi, c'est Djibril Souma, depuis Koya Wankifo. On reconnaît que Kaba a fait venir beaucoup de joueurs talentueux dans l'équipe nationale, mais le problème est qu'il n'arrive pas à les gérer. Major, ça fait plaisir d'échanger avec toi, mais le souci est que on a pris 40 minutes, mais c'est comme si on avait que 10 minutes. Tu vois. Malheureusement, Yaya, tu vas rentrer avec j'aurais bien voulu l'entendre sur la fédération aujourd'hui. On est à 32, on peut pas. On est à 32, en une minute, on va la connaître. Non, on est à 32, tu vois, Michel, Dramé, tout le monde, toute la réalisation est sur nous. C'est mon flash. Non, mais le programme appartient à Ndoye. Allez, toi, tu gères les infos, Ndoye gère le temps. Allez, merci Yaya. Merci Mohamed. Merci Amadou Major Diallo. Ça fait plaisir honnêtement de t'avoir dans cette émission pour parler sport. Merci vraiment. Mohamed Baké, nous allons tout à l'heure retrouver pour le deuxième flash de la journée. Merci à l'équipe technique du jour, aux auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.